qui nous intéressait dans le cadre de ce programme, Regard panafricain. Eh bien, sans transition, on va bien sûr aborder la deuxième thématique de cette émission depuis le 7 octobre dernier entre Israël et la Palestine. Il y a de violentes attaques. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Il y a un soutien suffisamment visible apporté à chacune des deux parties. La France a pris son parti, les États-Unis également ont fait pareil. Et puis le président Emmanuel Macron a décidé de se rendre à Tel Aviv pour, dit-il, affirmer son soutien au peuple d'Israël ainsi qu'au gouvernement qui reste dans une lutte juste selon ses propos. Alors sur place, il a proposé la guerre, mais il propose également la création d'un État palestinien pour garantir le gouvernement et la sécurité d'Israël. Alors commençons déjà par la guerre, Dr Yam Timba. Le président Emmanuel Macron annonce l'appel de la coalition internationale contre le Hamas lors de sa visite sur place. Une déclaration qui apparemment n'a pas été assez bien comprise déjà par son interlocuteur sur place, mais lorsqu'il en parle, il appelle également à la création d'une force antiterroriste dans la zone, en rappelant que la France également a été longtemps victime de ces mêmes terroristes entre guillemets. Je pense que vous mêlez beaucoup de problèmes à la fois et certains de ces problèmes qui sont un narratif purement français, européen, manquent de pertinence pour nous les Africains. Le conflit entre... Ce n'est pas un conflit entre le Hamas et Israël, c'est un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc entre la Palestine et Israël. Oui, mais ce n'est pas le narratif du président français. Nous ne sommes pas obligés de parler comme lui, surtout qu'en général, il a l'art de colorier en dehors du cadre. Donc, on ne va pas le suivre dans ces errements-là. On va dire simplement que, première chose, ce n'est pas une guerre entre un parti politique, parce que le Hamas, c'est un parti politique, entre un parti politique et un État. C'est un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, entre la Palestine et Israël. Et c'est un conflit qui dure depuis plus de 70 ans. Donc, ça n'a pas commencé... 75 ans. Voilà. Donc, ça n'a pas commencé... non, pas vraiment. Quand on dit 75 ans correspond à l'indépendance de l'État d'Israël, la proclamation de l'État d'Israël, mais ça a commencé avant. Au fond, quand je dis plus de 70 ans, c'était pour donner juste un repère. Mais ça a commencé bien avant. On peut donc parler de 78 ans? Beaucoup plus, parce que l'idée de création du foyer juif en Palestine, c'est les années 1920. Voilà, donc c'est pratiquement un siècle de conflit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Français sont rongés par la culpabilité. Et ils ne peuvent dire que ce qu'ils disent quand ils vont en Israël. Quelle est la situation sur le terrain d'ailleurs? Israël en 48, c'est 40% du territoire de ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Sauf qu'Israël a, du fait du sionisme, ils ont un objectif qu'ils appellent Eretz Israël, c'est le grand Israël, qui doit partir de la Méditerranée au Jourdain et du sud du Liban jusqu'au mont Sinaï en Égypte. Donc ils ne sont pas en guerre seulement avec les Palestiniens, ils sont en guerre contre tout le monde. Et il se trouve qu'ils fondent tout cela sur un vieux bouquin dans lequel vous trouvez un certain nombre de références, malheureusement, qui sont contradictoires avec l'histoire. Quand on vous dit par exemple Bethléem, ça n'existait pas il y a 2000 ans, mais on vous dit que ça existait, qu'il y a un type qui s'appelle Jésus qui est né là-bas, bon, j'en sais rien. Mais toujours est-il que sur le plan historique, sur le plan de l'archéologie, de la science, Bethléem n'existait pas. On va vous dire qu'il y a eu un truc qu'on appelait Jéricho, dont les murs sont tombés, blablabla, mais ça n'existait pas à cette époque. Donc il y a toute contradiction historique pour nous qui ne faisons que de la science. On ne comprend même pas très bien le discours de ces gens-là. Mais c'est leur discours, sont libres, chacun est libre d'avoir le discours qu'il veut. Mais sauf que le discours que vous voulez, quand il commence à contredire la science, ça pose problème.
Un peu comme ils vous ont dit qu'il y a un type qui s'appelait Salomon qui aurait épousé la reine la plus puissante de l'époque dans toute cette région, qui s'appelle la reine de Saba. Un peu comme si le dernier gars du coin épouse la plus puissante femme d'affaires de votre pays, tout ça là, un bonhomme qui est inconnu quelque part. Donc, il y a beaucoup d'incongruités historiques comme celle-là. Pour nous les Africains, tout ça paraît très bizarre. Donc la France, rongée par la culpabilité de la Shoah, tout ça là, le peuple français qui a participé à cette affaire-là, et nous les Africains, nous ne leur reprochons pas suffisamment. Ils nous ont envoyé des Noirs, des milliers d'Africains dans les camps de concentration Dachau, Buchenwald, Auschwitz, en sachant que le premier camp de concentration, les Français l'ont créé au Cameroun en 1927. C'était dans la ville de Ngambé. Et donc on n'en parle pas beaucoup. Donc ils sont rongés par la culpabilité, mais quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas avec la même culpabilité, et c'est ça qui fait problème. Ils arrivent donc là-bas, ils disent qu'ils soutiennent Israël, etc., comme si le conflit a commencé le 7 octobre. Il n'a pas commencé le 7 octobre. Et la situation sur le terrain, c'est quoi? 40% du territoire, lorsque nous sommes aux accords d'Oslo en 67, on propose résolution de l'ONU, création de l'État de Palestine pour que coexistent les deux États, ce qui aurait réglé le problème. Aujourd'hui, je crois que c'est 80 ou 85% du territoire que Israël contrôle. Et quand vous prenez la Cisjordanie, vous avez là-dedans 14% de la population qui est israélienne, dans les colonies, qui vont de quelques dizaines ou centaines d'habitations à parfois quelques centaines d'habitants, à parfois jusqu'à 20 000 habitants, dont des villes avec des universités et des usines, etc. Et du coup, ces gens-là sont installés à l'intérieur de la Cisjordanie, et si vous avez un tel État, je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est des centaines et des centaines de colonies éparpillées à l'intérieur de la Cisjordanie. Et vous avez de l'autre côté Gaza, qui est une étroite bande de 42 km sur 14, je crois, sur 12. Et vous avez là-dedans 2,5 millions de personnes, ce qui en fait la zone la plus densément peuplée au monde. Le problème de fond, les histoires de roquettes, le Hamas veut contrôler Jérusalem, il y a le dôme du rocher, il y a les murs des lamentations pour les Juifs. Moi, je ne sais pas qui est juif là-dedans, je ne sais pas qui, le dôme du rocher, toutes ces histoires sacrées. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que pour moi qui suis africain, toutes ces religions-là, ça vient d'ailleurs, ça ne représente rien pour moi. Et donc, du coup, la question de fond que je me pose, c'est sur les histoires concrètes. Quels sont les intérêts en jeu là-dedans? Dans cette région, c'est quoi les intérêts? Je constate que le Hamas, la zone de Gaza, qui est contrôlée par le Hamas, est fermée depuis 2016 et 2006. Et que en 2006, le Hamas avait gagné les élections face à l'OLP. Et que c'est le Hamas qui devait diriger donc l'autorité palestinienne. Et il se trouve que, l'Occident a décidé qu'il n'accepterait pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé alors qu'ils prônent la démocratie partout dans le monde? Je n'en sais rien. Et il se trouve donc que le Hamas, ils l'ont confiné à Gaza. Et Gaza donc vit depuis de longues années avec une dotation du Qatar qui est de 30 millions de dollars par an pour pouvoir tenir. Et l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça est contrôlé par Israël, et que l'armée israélienne est allée jusqu'à faire des calculs assez curieux qui disent que pour que les Palestiniens ne meurent pas, mais qu'ils ne vivent pas dans l'opulence, il leur faut 2279 calories par personne, et donc ils ont calculé qu'il leur faut 130 camions un maximum de 130 camions de vivres chaque jour. Oui. Je trouve ça très bizarre, ce genre de calcul. Ça ressemble au calcul des Allemands dans les camps de concentration. Mais c'est ça qui est fait. Et ensuite, Gaza, on vient de découvrir du gaz, du pétrole au large de Gaza. On l'a découvert il y a quelque temps. C'est les Anglais de British Petroleum qui l'ont découvert, je crois. Et ça peut donc être exploité. L'un des champs, Marine One, peut être exploité pendant 21 ans et ça pourrait rapporter chaque année 800 millions de dollars à la bande de Gaza, qui apparemment semble être dirigée par le Hamas. Donc, c'est le Hamas qui y est, et ils peuvent donc avoir 800 millions de dollars. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, la France voudrait faire la guerre. Donc, il y a un problème, c'est que avec 30 millions de dollars, 2 millions de personnes, ces gens-là arrivent à moderniser des roquettes qui sont de plus en plus puissantes et se sont en train de s'armer de plus en plus puissamment. Et ils arrivent à déjouer le Iron Dome, qui est l'une des protection anti-missile, solution anti-missile les plus élaborées au monde. Ils ont réussi à contourner tout ça et à atteindre Israël.
dernièrement. Et donc, du coup, si ces gens-là partent de 30 millions de dollars à 800 millions de dollars, leur capacité à s'armer, à se défendre, parce que c'est ce qu'ils font, ils défendent leur territoire, oui, à le faire, sera multiplié par combien? Il sera multiplié par pratiquement 25 ou 22. Et donc, du coup, je crois par 25 par là. Et donc, du coup, la question devient, mais comment on fait? Est-ce qu'on va laisser ces gars-là? On ne va pas les laisser. Dans le fond du problème, laisser les références aux religions et tout ça, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a ces considérations géopolitiques et géostratégiques qui sont telles qu'aujourd'hui, les Juifs qui étaient victimes de racisme en Europe, qui sont en réalité des gens... parce que moi, je ne sais pas trop quel est le lien qu'on fait entre Hébreux, Israélites, Juifs, Israéliens. C'est très complexe. Mais après, peut-être que si on fait un cours d'histoire, un jour, on va en parler et puis on verra très bien qu'il y a beaucoup de choses un peu bizarres que pour nous les Africains ne pourront pas comprendre là-dedans et qui n'ont pas beaucoup de pertinence pour nous. Et peut-être qu'il faudra juste les considérer comme des choses qui existent en soi comme ça et qui sont là. Mais il y a aujourd'hui le fait que ce conflit devient de plus en plus un conflit géostratégique. Et on se rend compte que le président Biden actuellement, il y a même 40 ans, il disait, si Israël n'existait pas, il fallait la créer. Parce que c'est la garantie d'un accès à moindre coût aux ressources pétrolières et gazières du Moyen-Orient pour les États-Unis. Donc, ce n'est donc pas le conflit qu'on nous présente, voilà le vrai conflit. Et du coup, la question est celle de savoir pourquoi ces gens-là se battent alors que pourquoi ils n'acceptent pas l'État palestinien. Alors les Palestiniens disent ils veulent pas. Le Hamas officiellement dit qu'il ne veut pas d'Israël, que l'État d'Israël ne doit pas exister en terre de Palestine, et puis les Israéliens qui disent qu'ils sont en même temps des Juifs disent qu'il ne peut pas y avoir un État musulman arabe sur la terre des Juifs. Bon, bref, des choses comme ça, sur la terre d'Israël. Alors, il y a là quand même un problème très sérieux. Nous avons donc deux extrémismes qui s'affrontent. Et ces deux extrémismes, comme les autres les appellent, alors qu'il y a quand même des gens qui étaient là avant, et dont les grands-parents ont été spoliés, on leur a arraché les terres, mais on dit quand même qu'eux aussi sont des extrémistes, alors qu'il y a d'autres qui disent non à tout, et qui vont même jusqu'à, on a vu le ministre, déchirer un document officiel de l'ONU, à la tribune de l'ONU. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'inédit. Et personne n'a réagi. Donc, je crois que il faut cette solution-là. Et aujourd'hui, on a compliqué la solution des deux États, parce que s'il faut les deux États, il faut libérer la Cisjordanie. Il faut... comment vous allez faire pour que 14% de la population israélienne quitte la Cisjordanie? Au fond, l'impression qu'on a, c'est que aujourd'hui, l'épuration ethnique en cours à Gaza, parce que quand vous déplacez 1 million de personnes, que vous les privez d'eau, etc., en matière de droit international, ça s'appelle une épuration ethnique. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand vous déplacez des populations d'un territoire à un autre, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ce qui est en cours à Gaza, on se demande si ce n'est pas simplement une annexion, une tentative d'annexion pure et simple par l'État d'Israël, et pour pouvoir profiter donc des ressources gazières et pétrolières qui sont au large de Gaza. Et dans tout ça, il y a la main des États-Unis, il y a la main de la France, il y a la main de plusieurs autres partenaires qui restent évidemment en Europe et dans la même zone. Mais la France déclare que la sécurité d'Israël aujourd'hui dépend de l'acceptation de la création d'un État pour les Palestiniens, en faisant une distinction entre le Hamas et les Palestiniens. Je vous ai dit que la France et tous ces pays européens sont rongés par une culpabilité qui les concerne. Nous, on s'en fout. On n'a pas été dans leurs histoires du Shoah. C'est eux qui ont organisé ça contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. À eux d'être rongés par leur culpabilité. Ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, au fond, ils nous doivent davantage, puisque nous, c'est 300 millions de personnes qu'ils ont tuées. Donc, à la limite, qu'ils s'embourbent dans les contradictions, c'est leur problème. Mais il reste que ce qu'il dit là, c'est une répétition totalement inutile. C'est des choses, il n'apporte rien de nouveau. C'est depuis 1967
que la solution de deux États a été posée sur la table et a fait l'objet d'une résolution de l'ONU. Donc, si la question reste, pourquoi parler de la création d'un État et parler d'une coalition internationale armée contre le Hamas? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que s'ils disent il faut absolument un État israélien, vous avez vu comment le ministre israélien des Affaires étrangères parlait à l'ONU. Il crie, ils disent c'est eux les victimes, c'est eux les ceci, c'est eux. Et dès qu'ils commencent ils font que se défendre. Et puis c'est pas eux, ils ont subi la Shoah, ils rappellent ça systématiquement. Donc ça fait que les Occidentaux ils sont pris dans la culpabilité. Donc il faut absolument trouver quelque chose qui montre que non, même si on fait deux États, on est absolument avec vous. Et le drame, c'est que moi, à la limite, ces européaniseries ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui m'agace le plus et qui m'inquiète même, c'est de voir qu'en Afrique, on a deux camps qui se créent. On a le camp de ceux qui sont les chrétiens et on a le camp de ceux qui sont les musulmans et qui commandent. Les chrétiens disent que non, Israël, vous savez, c'est le paradis, vraiment, Jérusalem, la ville du grand roi, blablabla, bla, 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 vraiment. Et puis les autres qui disent non, vraiment, on avait les Palestiniens du fait de la si vous voulez, qui sont de la même religion. En quoi ça nous concerne tout ça, les Africains? Ça nous concerne en quoi? Sincèrement, ça nous concerne en quoi? Si les Africains se sentent concernés, je vais vous dire à quel niveau moi je pense que ça nous concerne. Ça nous concerne sur le plan de la réelle politique. Il y a une solution à deux États, mais les Africains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de reconnaître un État palestinien. Vous reconnaissez un État palestinien, à partir du moment où vous avez 54 États africains via l'Union africaine qui reconnaissent l'État palestinien, c'est terminé. Maintenant, les quelques États africains qui ne voudront pas reconnaître l'État palestinien, c'est leur problème. L'essentiel des autres va reconnaître l'État palestinien. Je suis d'ailleurs très surpris que même les Arabes ne reconnaissent pas l'État palestinien. Mais qu'est-ce que la Ligue arabe fait? Qu'est-ce que l'organisation de la conférence islamique fait? Mais vous reconnaissez l'État palestinien et on passe à autre chose. Ils se lancent dans les médiations. Mais quelle médiation? Faites pas de médiation dans ce genre de conflit. Dans ce genre de conflit, vous coupez la poire en deux ou pas? Soit vous coupez le nœud gordien, soit vous faites rien. La sécurité d'Israël dépendra de l'existence, dépendra du fait que l'existence d'un État palestinien devienne effective. Mais ça date de 1967. C'est pas comme si les gens qui le disent aujourd'hui sont des génies en quoi que ce soit. C'est vieux, ce truc-là. Ça fait plus de 70 ans, peut-être 70 ans qu'on a dit ça. Donc, si quelqu'un n'est pas capable, la seule chose que les gens doivent faire, c'est de rendre ça effectif. Si les Occidentaux ont tant besoin, aiment tant Israël, il faut qu'ils mettent ça en place. Les Africains appellent les Palestiniens et les Israéliens à s'entendre. C'est-à-dire que chez nous, en Afrique, on n'a pas à prendre position là-dedans. Pourquoi prendre position? Quel est l'intérêt? Si nous prenons position pour les Palestiniens, ça nous apporte quoi? Si nous prenons position pour les Israéliens, ça nous apporte quoi? La seule chose que nous avons à faire, c'est de les encourager à s'entendre. Parce que s'ils ne s'entendent pas... Après, il peut y avoir un éclatement aussi sur le territoire africain. Non, sur le territoire africain, à la limite, non, ça ne va pas, ça peut pas provoquer un tel éclatement. Mais ce qui est dommage, c'est de voir que les télévisions que nos enfants regardent sont polluées du matin au soir et du 1er au 31 avec des images de violence. Ça n'a pas d'intérêt. Et je ne sais pas si, sur le plan psychologique, les enfants d'Israël et les enfants de Palestine sont stables. Parce qu'ils vivent dans la violence permanente et continue. Est-ce que c'est nécessaire? Je crois que pour nous les Africains, quand il y a des Africains comme moi, ce qu'ils disent, c'est qu'ils lancent un appel pour que les résolutions qui ont été prises par l'ONU soient respectées, pour qu'on crée rapidement l'État Palestine. S'il y a des mouvements de population à faire sur ces territoires pour rendre viables ces États, que cela se passe et que finalement les gens vivent bien. On ne peut pas vivre une vie normale dans laquelle on est tout le temps stressé, on a tout le temps l'impression qu'on a un ennemi à sa porte. Est-ce que Israël pense pouvoir vivre selon ce rythme-ci pendant 200, 300 ans? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose de tenable? À moins que Israël s'imagine qu'il va y avoir un autre exode dans bientôt. Ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit une bonne façon de voir les choses. Les Arabes doivent pouvoir, ils auraient pu régler cette question en 67.
Ils auraient pu régler cette question dans les années 70. Pour je ne quels sombres intérêts ils ne l'ont pas fait. Mais là, il faut qu'ils règlent cette question-là. Là, les fronts de guerre s'ouvrent à gauche, à droite. Les uns menacent les autres. Ouais. Les Chinois, les Américains menacent les Iraniens. Maintenant, les Chinois ont aussi fait venir des bateaux de guerre. Les Russes ont pris position. Mais je veux dire, enfin... Les gens ne se souviennent-ils pas de la deuxième guerre européenne? Je ne sais pas si c'est la deuxième, ils appellent ça la deuxième guerre mondiale, mais ce n'était pas mondiale, c'était une guerre européenne. La première guerre européenne de 1914-18, la deuxième guerre européenne de 39-45. Est-ce que les gens ne s'en souviennent pas? Est-ce qu'ils ne se souviennent pas de toutes ces périodes? La deuxième guerre européenne de 39, guerre de 39-45 a fait 150 millions de morts. Celle de 14-18 a fait 70 millions de morts. Est-ce que c'est drôle de compter comme ça? Je note quand même que l'esclavage a fait 2 fois plus de victimes que ces deux guerres-là. Mais personne ne pense que quand un Africain se trouve quelque part, il faut fermer ça, il faut que les autres ferment leur bouche. Il faut que les Africains apprennent à faire culpabiliser le reste du monde de façon très sérieuse. C'est des éléments de pouvoir. Et je regarde comment Israël s'en sert, il faut que les Africains s'en servent aussi. Il faudrait que l'Afrique aussi tombe dans la victimisation. Ce n'est pas de la victimisation, c'est un rappel historique. Pour rappeler aux gens leurs responsabilités, c'est tout. On se souvient quand même, et on va sortir par là, Dr Yamtimba, vous avez parlé tout à l'heure de prise de position. Alors plusieurs pays africains ont appelé à la création de cet État palestinien, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc ou encore l'Algérie également. Enfin, il y a plusieurs autres pays appelés des pays musulmans qui se sont prononcés sur la question, la Ligue arabe également, l'Union africaine aussi lors des dernières assises qui ont eu lieu pour la résolution de ce conflit et surtout un appel au cessez-le-feu. Ces différents appels ne valent donc rien tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de cet État, tant qu'il n'y a pas d'appeler. Il ne s'agit pas d'appeler à... Il faut reconnaître l'État. C'est ça. Je ne comprends pas. Peut-être que j'ai une façon de voir les choses qui est... Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut un État palestinien, non? Vous reconnaissez un État palestinien. La question est réglée. Mais vous appelez à... Qui va reconnaître? Qui vous appelez à la création? Qui va créer? La création. Qui? Peut-être un consensus entre les deux. Quels deux? Israël et la Palestine. Mais ce n'est pas Israël qui crée l'État, c'est pas Israël. Vous demandez aux Palestiniens de proclamer leur État, point. Sauf que pour que les Palestiniens proclament leur État, vous devez le reconnaître. Vous devez leur dire, messieurs, proclamez votre État tel jour, on va le reconnaître, point. C'est pas compliqué. Vous nous appelez à la création de l'État de Palestine. Qui va? C'est les Martiens ou les gens qui viennent de la Lune qui vont créer l'État ou qui vont reconnaître l'État. Si les Palestiniens proclament leur État et que vous ne le reconnaissez pas, ça aura quelle valeur? Vous devez vous engager si vous êtes sérieux. C'est pour ça que je dis, je ne comprends pas la Ligue arabe. Je ne comprends pas l'organisation de la conférence islamique. Ils font quoi? Qu'ils reconnaissent l'État de Palestine, qu'ils disent aux Palestiniens, proclamez votre État tel jour, et puis on le reconnaît, terminé. Dans les limites de la résolution de l'ONU de 1967, du protocole de l'accord d'Oslo en 67. Proclamez votre État. Et dès que ce sera proclamé, la carte de 1967 est connue, tout le monde en publie, on dit désormais, voici l'État palestinien. Aux Israéliens de se débrouiller. Il y a des États qui ont des étrangers chez eux jusqu'à parfois hauteur de 20% de la population, non? Ils sont 14% en Cisjordanie, mais il n'y a pas de problème. On va leur dire, ok, vous êtes ici, vous êtes des Israéliens, vous aurez des passeports israéliens, et puis après, quand vous voulez sortir, on vous donne des visas. Vous voulez entrer, on vous donne des visas. Point. Mais il faut que la Ligue arabe reconnaisse l'État de Palestine, c'est tout. C'est ça le droit international. L'appel à la création de l'État palestinien, ce n'est pas le droit international. Ça, c'est de la propagande politique. Ce dont les Palestiniens ont besoin et ce dont la sécurité d'Israël a besoin, c'est de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est tout.
Merci, docteur Yam Timba. Avec vous, on a pu discuter de la situation qui nous ramène toujours au conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron s'est donc déplacé pour Tel Aviv. Sur place, il a fait des déclarations qui nous ont permis de nous mettre sous la dent quelque chose, notamment cette déclaration la sécurité d'Israël dépend de l'acceptation de la création d'un État pour les Palestiniens. Mais en outre, celui-ci déclare il faut absolument une coalition internationale, plusieurs États qui se réunissent pour lutter contre le terrorisme, notamment le Hamas. Deux déclarations totalement contradictoires. On a également pu parler du Tchad après. Le Hamas fait de la résistance politique, c'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est ce qui se passe au Sahel. On en parlait justement tout à l'heure avec vous, docteur Yam Timba. Au Tchad, le ministre de la Justice a déclaré que N'Djamena ne se pliera pas aux injonctions américaines après que le gouvernement américain ait demandé l'ouverture immédiate des enquêtes sur les manifestations meurtrières qui ont eu lieu en octobre 2022. Merci à tous de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM pour ceux qui sont au Cameroun, sur l'application For You Media Africa ou encore nos différentes plateformes For You Media sur Facebook et YouTube à travers vos petits écrans. Merci à vous, Dr Yam Timba, d'avoir pris part à ce programme. C'est moi qui vous remercie, madame. À très bientôt. Merci à Nkele qui était à la mise en onde de ce programme et toute la partie technico-artistique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt à tous. Au revoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.